Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille aujourd'hui Stéphane Moreau, le président du directoire du groupe Unit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Unit qui fête ses 40 ans d'existence. Ça a été créé à Lyon par Hugues Albanel. Est-ce que vous diriez que c'était un pionnier? Et oui, il était à une époque où il y avait encore peu de producteurs indépendants et il a eu l'idée surtout de faire un groupe et de faire du volume en hydroélectricité. Alors qu'à l'époque, il y avait surtout des petits hydroélectriciens qui avaient chacun, on va dire, le petit barrage au fond du jardin. Alors, c'est quoi vos métiers aujourd'hui? Présentez-nous Unit. Bon, j'aime bien la présenter Unit en partant de sa raison d'être. Aujourd'hui, le constat, deux enjeux fondamentaux. Un premier enjeu, c'est un besoin croissant d'électricité pour remplacer les énergies carbonées, mais pour répondre à une demande tout simplement de croissance d'énergie. Donc croissance. Et puis un besoin important de protéger l'environnement et d'emprunter proprement la planète de nos enfants pour faire allusion à Saint-Exupéry. C'est indispensable puisque je suis lyonnais. Eh bien, ce besoin croissance et environnement, généralement, c'est un dilemme, on les oppose. On a la chance d'avoir une raison d'être qui nous permet d'unir les deux. C'est unir le besoin croissant d'électricité tout en protégeant l'environnement. Et pour ce faire, on produit de l'électricité locale, durable et compétitive. Et ce, depuis 40 ans. Alors, initialement, surtout de l'hydro, puis un petit peu d'éolien, c'est plus anecdotique, et aujourd'hui aussi et surtout et beaucoup de photovoltaïque. Alors justement, j'allais vous dire, entre l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui? Alors, dans ce qui est déjà construit, ce qui est en actif, l'hydro. Et puis en France, ordre de grandeur, l'hydro, c'est 10 ou 11% de l'énergie consommée. En petite hydroélectricité, c'est environ 10% de l'hydroélectricité. La petite hydroélectricité, c'est cette petite hydro avec ces petits barrages par ces 2500 producteurs indépendants. Il y a un potentiel, on pourrait presque doubler le potentiel de petite hydroélectricité, ce qui reviendrait à faire l'équivalent d'une ancienne tranche nucléaire de plus, rien qu'en petite hydro. Malheureusement, le potentiel est un peu verrouillé. Je dis vraiment malheureusement. La plupart des rivières où on aurait pu installer de la nouvelle petite hydro sont sanctuarisées. On ne doit rien y faire. Un peu comme si les décideurs n'avaient pas vu les efforts et les résultats de la profession. Au début du siècle dernier, il y avait un gros impact. Alors justement là-dessus, tiens, je vous propose d'écouter Alexandre Albanel, que vous connaissez bien puisque vous co-dirigez en quelque sorte l'entreprise. Justement sur le choix de nouveaux sites, c'était notre invité et ça nous intéresse de le réécouter parce qu'on était en juin 2023 quand il nous a dit ceci. La plupart des rivières aujourd'hui sont classées, sanctuarisées de façon conservatrice. Et c'est vrai que nous, producteurs énergéticiens, on souhaite proposer de faire du cas par cas. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont respectueuses de l'environnement pour les nouvelles centrales hydroélectriques et pour la rénovation des anciennes. Et donc, on souhaiterait effectivement qu'il y ait une ouverture un petit peu du développement possible pour accélérer sur l'hydroélectricité. Alors, on l'a compris, c'était il y a 2 ans. Est-ce qu'en 2 ans, vous avez réussi à convaincre ou est-ce que finalement, on a un pays qui en plus politiquement a été quand même assez figé et donc c'est difficile d'avancer? Non, malheureusement, rien ne bouge. D'ailleurs, je vous renvoie à un rapport qu'avait fait l'ADEME, celui qui avait évalué le potentiel de petite hydro, il date de 2022, disant voilà le potentiel qui reste. On peut éviter une tranche nucléaire en développant plus de petite hydro. Et quand Alexandre dit que l'impact est devenu ultra raisonnable, en effet, les centrales d'aujourd'hui, elles permettent aux poissons de remonter, c'est la fameuse montaison avec les déchets à la poisson, la dévalaison, le transit sédimentaire. Donc aucune activité n'a aucun impact, mais il est devenu très raisonnable. Et pourtant, dès lors que les principales rivières où on pourrait s'installer sont classées, sanctuarisées, nous n'arrivons pas à avancer. Ça dépend de qui? Globalement, qui sanctuarise? C'est l'État, c'est les collectivités, la région, le département? C'est l'État, je dirais. Oui. C'est l'État, c'est une décision adossée et vérifiée, en tout cas contrôlée par l'Office français de la biodiversité. C'est une décision macro et on a de la peine à se faire entendre. Alors, ce qui permet de relativiser cette déception, c'est que c'est décevant parce que toutes les énergies sont bonnes à prendre et il y aurait l'équivalent d'un gigawatt à construire. Heureusement, il y a un potentiel encore plus énorme
un volume qui est d'un autre ordre de grandeur dans ce qu'on peut faire en photovoltaïque. Donc nous, on est pragmatique. Oui. On s'est dit, bon, l'hydro, on continue. Et on en a inauguré une il y a 2 ans. On vient d'avoir la joie de se faire confirmer qu'on en construira 2 petites en Savoie. Donc on va développer. C'est 9 ans, le développement d'une centrale. 9 ans de gestation. Mais ce qu'on développe aujourd'hui en masse, c'est le photovoltaïque. Alors on va y venir au photovoltaïque. Mais c'est quoi le modèle économique d'une centrale hydroélectrique? Est-ce qu'il y a une taille critique? Alors, il y a une taille critique liée à la réglementation. Oui. Au-dessus de 4,5 mégawatts, ce qui est somme toute pas énorme, la force motrice de l'eau appartient à l'État. Ça date de Napoléon. Mais le seuil a été rehaussé quand même depuis Napoléon. Ce qui veut dire que si on fait une installation de plus de 4,5 mégawatts, en fait, c'est une installation qui appartiendra à l'État et qui choisira une entreprise pour l'exploiter, un concessionnaire. Donc pour les entreprises privées comme nous, la taille critique et le plafond de verre, c'est 4,5 mégawatts. Si on veut faire des installations dans lesquelles on investit nous-mêmes, qu'on exploite pendant 40, 50 ans, c'est du long terme, l'hydro, on va rester dans cette taille intermédiaire. Et c'est ce qui se passe là en Savoie. Et c'est ce qui se passe en Savoie. Les 2 centrales. Les 2 centrales. Et les 2 dernières qu'on a construites étaient dans les 4 mégas. Les 2 prochaines qu'on construira seront plutôt dans les 1,5. La taille critique diminue en raison de manque de sites. Si on regarde un peu les chiffres de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, elle prévoit de porter la part d'énergie renouvelable en France à 33% en 2030. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce que ce chiffre, il vous semble un peu illusoire? Non, il est jouable. Par contre, quand vous me dites voie, moi je pense voie ferrée, chemin de fer, ligne droite. Là, c'est plutôt un lacet. D'accord. C'est un peu compliqué. C'est plutôt une route de montagne, quoi. C'est une route de montagne. Très clairement, les ordres de grandeur fluctuent. On attend d'avoir une PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne le cap. Elle devait être votée par le précédent gouvernement, puis faire l'objet d'un décret, puis là, elle fait l'objet d'un débat. On devait nous l'annoncer avant l'été. Cette fois, on nous la promet pour après l'été. Et actuellement, je trouve que le débat est pollué par des échanges stériles qui ont tendance à opposer les énergies. Je vous l'ai dit, notre raison d'être, nous, il y a unir croissance et environnement, mais aussi unir les énergies. On ne peut pas faire de sélectif. Et actuellement, le débat n'a pas la hauteur de vue nécessaire. Et il oppose qui à qui, le débat? Alors, typiquement, faut-il faire du solaire ou faut-il se nourrir? Je m'explique. Le solaire va occuper de l'espace. A-t-on un problème de choix entre souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire? C'est un débat grotesque. On calculait que, vous voyez, l'ordre de grandeur en photovoltaïque, on nous annonce qu'on pourrait faire, disons, entre 75 et 100 gigawatts dans les 10 années qui viennent. Disons qu'on fera 50, ça sera moins, mais disons même 50 gigawatts sur des terres agricoles. Ça occuperait environ 0,2% de la surface agricole utile française. 0,2%. C'est rien. C'est epsilon. Et surtout, c'est pas à la place de l'agriculture. C'est que chaque fois qu'on s'installe sur une terre agricole, on vient en complément. Je vous donne un exemple, alors agricole ou au sens plus large. Un exemple que j'aime bien, quand on fait des ombrières sur une pisciculture. On vient mettre des panneaux solaires au-dessus de bassins qui préexistent. Avantage pour le pisciculteur de l'ombre, moins de montée en température, moins de bactéries, moins de mortalité, donc confort animal et productivité. Confort également pour les employés qui se retrouvent à l'ombre et qui travaillent dans des bonnes conditions. Et en plus, on produit de l'électricité. Donc c'est 1 + 1 = 3. Donc c'est un complément de revenu. C'est un complément, et c'est aussi un complément de revenu. Alors on peut faire la même chose pour un élevage ovin, dont on sait que l'équilibre économique d'un élevage ovin est compliqué. Vous ajoutez des panneaux, ça fait de l'ombre. À certains endroits, on les répartit de telle sorte qu'on ne nuise pas à l'élevage. Donc c'est 1 + 1 = 3. Donc il n'y a pas de compétition entre ces deux activités. Il y a une synergie et un avantage financier pour l'éleveur. Oui, mais peut-être des frais à engager pour les éleveurs, les agriculteurs. Comment vous réussissez à les convaincre, ceux qui sont réticents? Alors en fait, on porte l'investissement. On est sur un métier très capitalistique. Il est difficilement envisageable pour un éleveur de faire cet investissement. Donc le deal et le partage de la valeur, il se fait sur un loyer, et un loyer de très longue durée. C'est-à-dire qu'on signe généralement des baux sur 40 ans. Donc on dit à un éleveur, laissez-nous occuper temporairement une partie de votre espace. Vérifions avec les CDPNAF, c'est-à-dire les organismes qui vérifient qu'on ne porte pas atteinte à l'agriculture de manière générale, que ce soit accepté. Et pendant 40 ans, il y a une part de notre revenu lié à la vente d'électricité qui est reversée aux propriétaires fonciers et à l'agriculteur sous la forme d'un loyer. Loyer qui est partagé entre le propriétaire foncier et l'agriculteur. Il est garanti?
revenu. Oui, on lui garantit ce revenu. Oui. On lui garantit ce revenu. Mais avec des niveaux, enfin, on parle beaucoup de vente d'électricité à prix négatif. Alors, c'est une petite part du marché, mais ça existe. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand l'électricité est chère, le revenu est garanti, et quand elle est à prix négatif, vous le garantissez aussi. C'est toujours le même revenu pour l'agriculteur? Comment ça marche? Bon, votre question est pleine de bon sens terrien. Oui. Et les agriculteurs, ils ont du bon sens terrien. Bon. Donc, nous, notre métier, c'est l'électricité. Il a sa complexité, c'est pour nous. Donc, on donne un loyer fixe, indexé sur un coût de la vie. D'accord. Mais la problématique de savoir si on sera rentable et comment on gérera les problématiques d'éventuels prix négatifs à certains moments, c'est notre problème. Donc, on a vraiment un revenu certain pour l'agriculteur, qui est une espèce d'assurance vie pour certains métiers d'agriculture. Avec donc cette production de photovoltaïque, pour la première fois en 2024, l'énergie solaire a dépassé le charbon dans la production d'électricité. Alors là, on parle de l'Union européenne, donc c'est quand même un signal qui est important. Vous, cette demande de solaire, alors là on a parlé d'agri-photovoltaïque, mais vous la ressentez où? Elle est la plus forte? Dans les entreprises, chez les particuliers? Comment vous l'évaluez, ça? Alors je reviens dans notre cas, parce qu'il y a plusieurs segments de marché. Oui. Dans notre cas, et notre raison d'être qui est de fabriquer une électricité, de produire une électricité locale, durable et compétitive. Donc on dit tiens, on tend pas la main. On vend une électricité qui est compétitive, qui contribuera d'une part à décarboner le mix, mais également à obtenir un faible prix de l'électricité favorable aux industriels et aux particuliers. Ça rend un territoire attractif. Exactement. Et alors pour ça, pour avoir une électricité la plus compétitive possible, il nous faut des installations de grande taille. D'accord. Donc nous, on cherche des terrains. Donc notre premier métier, c'est d'analyse foncière, de chercher des terrains qui sont à une distance raisonnable du réseau électrique, qui sont sur un site où on ne nuit pas à un usage existant, et on permet soit un co-usage, soit il n'y avait pas d'usage et un terrain de médiocre qualité. Donc voilà, notre maître mot, c'est d'aller chercher des terrains, de trouver le propriétaire et de lui faire une proposition de loyer en lui disant voilà ce qu'on peut faire sur votre terrain. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut être une entreprise qui a un terrain, ou c'est essentiellement des agriculteurs? Non, ça peut être une entreprise. On a des exemples d'entreprises qui avaient des friches industrielles en réserve et puis qui nous disent bon, écoutez, finalement, par rapport à ce qu'on envisage de produire en France, telle section, on va le garder pour la prochaine usine et celui-ci, pourquoi pas l'équiper. Ouais. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne? En Espagne, au Portugal, là, ce blackout, vous vous êtes dit oula, c'est un mauvais signal, on n'a pas le même système, on est à l'abri. On cherche encore à expliquer exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors c'est bien de chercher, moi-même j'ai pas de vérité. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même les opposants au photovoltaïque, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on voit une espèce de guerre des énergies. On aurait besoin d'un mix, mais en France, c'est une religion. Il y a des énergies de droite, des énergies de gauche, c'est grotesque. Mais en tout cas, une heure après le blackout, on avait déjà les explications, c'était l'excès d'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui, les Espagnols eux-mêmes disent qu'ils en font l'analyse, qu'ils ne savent pas. Ce que l'on sait aujourd'hui en France, c'est qu'on est à 5% du mix énergétique d'origine solaire. Il y a de la marge. Il y a de la marge. C'est ce que j'entends. Voilà. Ce qu'on sait aussi, et là encore chacun son métier, chacun son expertise. RTE, qui gère le réseau et qui gère l'équilibre du réseau, nous dit jusqu'à 25% d'énergie renouvelable. Il n'y a pas débat, il n'y a pas de question. Il y a besoin d'investissement pour renforcer certains nœuds de réseau, notamment pour passer de la HT1 à l'HTB. Mais globalement, il n'y a pas de problème. Donc on est à 5%, montons à 25%. Et puis en chemin, on verra comment ça se passe. Mais on est très loin du danger. D'accord. Et en chemin, il faut quand même financer, anticiper le moment où on arrivera à 33% et où le réseau sera peut-être plus tout à fait adapté. C'est ce que je comprends dans votre argument? J'ai envie de dire, on verra où en est le programme nucléaire, où en sont les autres énergies, où en est la croissance du besoin d'électricité. Je pense qu'une programmation électrique, ça se regarde en regardant au moins 10 ou 15 ans devant. Mais l'idée de faire une étape intermédiaire, un jalon dans 10 ou 15 ans, et de réorienter, pourquoi pas? Ce qu'on aimerait mieux, c'est qu'on ne réoriente pas tous les 15 jours. Ça, c'est sûr. Mais sur 10 ans, de la visibilité. Sur 10 ans, il n'y a pas de souci. Bon. Si on regarde les sites de production UNIT, vous affichez 47 centrales hydroélectriques, 5 parcs éoliens, 16 centrales photovoltaïques. On a bien compris que le photovoltaïque, c'était le secteur en croissance. On va dire quand même un mot des parcs éoliens. Il y a des nouveaux projets dans les tuyaux ou pas vraiment aujourd'hui? Pas vraiment. L'éolien, nous vraiment. L'hydroélectricité, on en fait le plus possible, mais peu pour les raisons qu'on a vues. Mais c'est quand même notre activité de cœur, notre activité historique. Le photovoltaïque, c'est là qu'il y a le gros potentiel. Puis entre les deux, il y a l'éolien. On a un peu levé le pied.
parce qu'on prétend faire une électricité locale, durable et compétitive. Locale, ça veut dire qu'il y a une majorité des acteurs locaux qui sont favorables à nos projets. Dans l'éolien, on a souvent une majorité hostile. Ouais. Donc on renonce, on ne veut pas passer en force. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu cette décision du tribunal de Montpellier qui a ordonné, c'était au mois d'avril dernier, l'arrêt pendant 4 mois des éoliennes d'un parc qui s'appelle le parc d'Omlas à cause d'une espèce protégée, le faucon cresserellette. C'est vrai que la question de l'acceptabilité, elle est au cœur des enjeux de l'éolien. C'est-à-dire que vous êtes presque en train de renoncer, si je comprends bien, à cause de cette difficulté à faire accepter de nouveaux projets ? Oui, en tout cas, d'y aller par opportunité, de vérifier, mais on peut pas il faut être en phase avec nos valeurs. On veut faire une énergie locale, acceptée localement. Oui. Si à un moment donné, il y a une levée de bouclier, si la majorité, nous typiquement, tout projet, on passe par la commune et on obtient une délibération municipale favorable. C'est pas une obligation légale. C'est un moyen pour nous de voir s'il y a des objections. C'est une dernière possibilité de convaincre, de faire de la concertation. Parfois, il faut passer 2 ou 3 fois. Sur l'éolien, c'est beaucoup plus compliqué que sur le photovoltaïque et l'hydroélectricité. Or, en photovoltaïque, on a un potentiel énorme à conquérir. Donc, on y met beaucoup d'énergie. Alors, ça rejoint la question que celle qui était à votre place il y a quelques jours, Déborah Berger, la présidente du groupe Bonum, a décidé de vous poser. On va continuer de parler d'acceptabilité. On l'écoute. Bonjour Stéphane, ma question c'est quels sont les enjeux d'UNIT en termes justement de construction de récits fédérateurs pour ces équipes et ces parties prenantes sur ces engagements et ces efforts pour essayer de faire les choses avec un meilleur impact? Parce qu'avec elle, on a beaucoup parlé de nouveaux imaginaires, de façon de parler finalement de ce virage environnemental. Un récit fédérateur, c'est quoi pour vous ? Alors le récit fédérateur, il existe, puis j'insiste sur le fait que le récit doit être en profondeur. On voit parfois un peu de storytelling, et puis derrière il y a du faux. Ça passera pas avec les générations X ou Y. D'ailleurs, les autres générations non plus. Mais les plus jeunes, ils sont encore plus sensibles. Oui. Ils ont un bon détecteur de non-sincérité. Oui. Donc on essaie d'avoir la congruence dans ce qu'on raconte. Notre récit, il consiste à dire chaque fois qu'on recrute, on recrute par les valeurs et on rappelle notre raison d'être. Il faut qu'elle plaise, qu'elle motive. Notre conviction également pour faire adhérer tout le monde, c'est de faire en sorte que chaque projet est évalué par une petite équipe qui vérifie quel est l'impact, quelle est la rentabilité, quel est l'effet du projet. Donc quand on veut faire de la croissance, mais de la protection de l'environnement, on le regarde collectivement. Alors, sur les barrières liées au non-respect de l'environnement, il y aurait une barrière interne forte. On tient vraiment cette notion de terre qu'on emprunte à nos enfants, elle est vraiment dans les esprits chez nous. Et personne n'accepterait qu'on fasse un projet qui ne réponde pas à ces valeurs-là. Cela étant, si on voulait le faire et si on n'avait pas ces valeurs-là, il y a des garde-fous. Les garde-fous administratifs, juridiques, développer un projet, c'est passer par un nombre d'étapes qui fait que le projet absurde, le projet aberrant, le projet sale n'est plus possible. Cela étant, il nous est arrivé de renoncer à un projet qui aurait pu avoir une acceptation et où les développeurs chez nous disent non, mais il y a une visibilité qui est inacceptable. Les gens n'ont pas réalisé. C'est-à-dire, c'était quoi? C'est du photovoltaïque? On n'était pas très loin de la Sainte-Victoire et en disant ça va être visible depuis la Sainte-Victoire, on ne développe pas ça. En fait, c'est simple. On veut, quand on inaugure un site, on dit à nos employés, on fait une petite fête sur place, et puis on dit mais n'hésitez pas à venir avec la famille, avec les enfants, avec les amis. Ce qui veut dire on veut être fier de ce qu'on a fait. Si quand on fait visiter un site, on a des gens qui nous disent mais c'est dégueulasse ce que vous avez fait, ben, on ne sera pas fier, tout simplement. Effectivement. Avec un certain nombre d'engagements, je veux bien qu'on les détaille ensemble, notamment puisqu'on est sur la question des panneaux solaires, la recyclabilité des panneaux solaires. Voilà un enjeu que vous devez, j'imagine, travailler. Avec quelle réponse? J'adore la question parce que on nous la pose comme si c'était un sujet délicat pour nous. Comme si c'était compliqué. Comme si c'était compliqué. Et en fait, je pense qu'on est un des secteurs pour qui l'exercice est le plus simple. Donc il y a toute l'organisation Soren qui organise le système de collecte. Donc nous, quand on achète des panneaux, dès le départ, il y a une petite taxe qui préfinance le recyclage. Donc c'est fait, c'est payé au premier jour. Ils ont une durée de vie d'au moins 40 ans. Quand on doit recycler des panneaux, ça nous est arrivé sur des très vieilles centrales avec des panneaux qui n'avaient pas la même durée de vie. Étant membre du cercle Soren, on les met sur des palettes, on les dépose à l'entrée du terrain.
Soren vient le chercher, envoie la bonne entreprise de recyclage, et de mémoire, je vous dirais 96% de la matière est recyclée. Ça devient quoi d'ailleurs ? Alors, un panneau, c'est du verre, donc du silicium, des cellules au silicium, donc du silicium dans un autre état, des conducteurs en argent et un corde en aluminium. Tout ça se recycle très bien. Le corde en aluminium, le verre, le tout devient du silicium de qualité intermédiaire, un silicium industriel, et éventuellement il devient une matière première pour refaire du silicium extrêmement pur. Donc la seule chose qui ne se recycle pas, les 6%, c'est la résine qu'il y a au milieu de tout ça, qui sert un peu de collage et qui évite que l'humidité pénètre dans le panneau. Donc le recyclage est simple. Il est organisé depuis longtemps. Ouais. En revanche, ces panneaux, ils viennent forcément d'Asie et dans une immense majorité de Chine. Ouais. On s'est loupé quelque part. C'est-à-dire que la filière française ou européenne, elle existait, elle a failli décoller et puis on l'a laissée au bord du chemin, c'est ça ? Ouais, absolument, elle existait. Puis moi, quand j'ai démarré ma carrière dans le photovoltaïque, ça ne me rajeunit pas, mais c'était dans les années 90, j'achetais 80% de ma production à une entreprise en Isère qui s'appelait Photowatt et qui était l'un des leaders du polycristallin, une technique qui a fait changer d'échelle le photovoltaïque. Bon. Donc on était fort au départ. D'accord, qu'est-ce qu'on a loupé ? Je pense qu'on ne sait pas faire le passage à l'échelle en France. On a de la peine. Et puis je pense qu'on a malheureusement un sujet qui est trop politisé. L'énergie ne devrait pas être politisée. Le mix énergétique ne devrait être ni de droite ni de gauche. Donc il y a eu ces politiques instables, influencées régulièrement et finalement pas d'effet d'échelle, absence de marché domestique et on s'est effondré. Cela étant, c'est pas un drame. Et là je vais vous surprendre. J'adorerais, il y a 2 projets de gigafactory françaises. J'espère qu'elles naîtront. Et il nous faudra 10 ans pour revenir au niveau des Chinois, qui sont très très forts techniquement. Mais quand vous importez un panneau de Chine, certes vous le payez, mais il représente moins de 20% de l'investissement initial, moins de 10% de l'équation économique sur la durée de l'exploitation. Donc c'est pas non plus la partie énorme. Il reste tous les travaux, toute l'exploitation qui est française. Mais l'autre aspect, c'est que vous ne portez pas atteinte à votre souveraineté. Quand vous achetez un panneau, le jour où vous l'avez chez vous, pendant 40 ans, il produit de l'électricité. Et personne ne peut couper le robinet. Il n'y a pas de gazoduc. Vous avez l'ensoleillement. Donc pendant 40 ans, vous êtes autonome. Ce qui veut dire qu'il faut acheter aujourd'hui le plus possible de panneaux chinois de bonne qualité, produire de l'électricité, et en parallèle, faisons tout pour avoir des industries françaises. Ça sera un plus, ça sera un bonus. La décision sur ces gigafactories, elle est prise, parce qu'on a bien compris qu'on était dans une période d'incertitude politique, ou alors ça fait partie encore des dossiers qui sont un peu bloqués dans un tiroir. Non, ben les 2 projets, et nous on parraine les 2, en sens qu'on prend des engagements de leur acheter des panneaux même un peu plus chers. Les 2 projets sont en phase finale de levée de fonds et pas aidés par les hésitations actuelles. Une bonne PPE qui donne une direction sur 10 ans les aiderait à franchir les derniers mètres. Ouais, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez annoncé, je crois que c'était au mois de février, la signature d'un contrat avec le groupe Air Liquide. De quoi il s'agit ? Mais en fait, quand on produit de l'électricité, on a 2 possibilités pour la valoriser. La première, c'est de passer une compétition auprès de la Commission de régulation de l'énergie, les appels d'offres CRE, et de proposer de vendre notre électricité à un certain prix. Et la CRE sélectionne les produits les plus compétitifs et nous garantit un prix stable de l'énergie pendant 20 ans, ce qui nous aide à financer nos projets. D'ailleurs, vous avez remporté un appel d'offres il y a quelques semaines. Ouais, et on en rapporte régulièrement. De la CRE, autant sur l'hydroélectrique, on est un leader historique. Sur le photovoltaïque, je pense qu'on est l'entreprise qui grimpe et on rejoint le groupe des leaders. On n'y est pas encore, mais on les rejoint. L'autre possibilité, c'est éventuellement de trouver un acquéreur de cette énergie qui nous dit « moi, je veux vous acheter en direct cette électricité propre ». Et donc, en l'occurrence, le premier PPA, un contrat d'achat direct d'énergie, on pourrait dire CAD, a été signé entre UNIT et Air Liquide sur des centrales qui sont à construire. Donc, elles seront construites, mais nous savons qu'une fois construites... Produire quoi ? De l'électricité qu'on vendra directement à Air Liquide. Et Air Liquide, ils vont faire quoi ? Ils vont faire de l'hydrogène, c'est ça ? Et oui, typiquement, ils ont un besoin aujourd'hui d'électricité verte. D'accord. Et donc, ça leur fait un approvisionnement direct d'électricité verte. D'accord. Électricité solaire, d'origine solaire, pour faire de l'hydrogène vert. On a bien compris la logique. Vous avez une filiale qui s'appelle Green Access ? Alors c'est précisément son métier. Son métier, c'est de vendre l'électricité que vous produisez. C'est l'aval de la chaîne de valeur. Nous, on va du développement, chercher les terrains, financer, construire, exploiter pendant 40, 50 ans ou plus. Et exploiter, c'est vendre l'électricité. Parfois à l'État, et parfois, et le plus possible, sur un marché naturel qui serait un marché industriel direct. Et avec moi j'en reçois tous les jours, et de plus en plus d'entreprises ou d'industriels qui veulent de l'énergie verte.
Alors, est-ce que ça veut dire que le prix monte ou pas? Juste pour comprendre. Non, alors en fait, signer un PPA au moment où il y a eu une explosion du prix de l'électricité, c'était plus facile. En ce moment, on est sur une période de prix de l'électricité bas et les priorités ont parfois changé de cap dans les groupes. Nous, notre force, c'est que notre électricité est verte, mais c'est aussi et surtout, on connaît son coût pendant 20 ans dès le départ. Donc, c'est de l'électricité verte et une électricité qui se met à l'abri des fluctuations du marché de l'électricité. C'est une électricité à prix constant. En ce moment, c'est moins un sujet prioritaire dans certains groupes. Cela étant, on va aller vers de plus en plus de PPA. Est-ce que ça vous arrive qu'RTE vous dise d'arrêter de produire? Ça ne nous est pas encore arrivé sur nos centrales, mais ça nous pend au nez et ça arrivera. Et la première des solutions, d'ailleurs RTE est le premier à l'afficher, RTE nous dit le cumul des heures pendant lesquelles il y avait trop d'électricité en 2024 aurait pu être effacé, disparaître, traité, simplement en jouant sur les heures creuses. En changeant le dispositif hors creuse. On a tous, beaucoup de maisons ont un chauffe-eau électrique. Quoi de mieux que l'électricité et l'inertie de l'eau pour stocker de l'énergie. Que votre chauffe-eau soit alimenté à midi ou à minuit, vous aurez une dish chaude toute la journée. Et donc l'idée, c'est de dire il faut changer le signal prix, il faut changer le pilotage des chauffe-eau. Parce qu'à 14h, le photovoltaïque tourne à plein, c'est ça? Ou à midi? Voilà, ça serait le moment. Et plus on fera de photovoltaïque, plus il sera intéressant de faire des heures creuses à midi. Là est la solution. Merci beaucoup Stéphane Moreau et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.